Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast numéro 141. Moi c'est Plaque, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu Thiergo ? J'avais prévu une intro de ouf, j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc voilà, ça reste basique. Comment vas-tu ? Tu voulais parler de mon pétage de câble d'hier et de ma connexion en carton ? Non, même pas. Je voulais même pas parler de ça, tu vois. Je voulais pas évoquer qu'on a dû reporter d'une journée. Et ah si, c'est ça que je voulais dire en fait. Mais en fait, t'as raison. Mais je voulais le dire de façon positive parce que grâce à ça, on peut le faire Grâce à aujourd'hui. ça, Et ça aurait été trop con qu'on le fasse quelques heures avant que Russell Wilson signe. Ça aurait été dommage. Ouais, mais c'est ça. Et je pense que quelque part, il y a quelqu'un qui a trafiqué ma connexion pour pas que ça se fasse. Donc pour le contexte, pour ceux qui n'auraient pas compris, on a essayé. On est mercredi midi en France, mercredi soir en Australie, et on a essayé de faire ça il y a 24 heures. Donc mardi soir en Australie, mardi midi en France, et ça ne marchait pas. Et j'étais en train de péter un câble tout seul dans mon coin. Et j'ai dit à Plax, non mais en fait, alors vraiment, j'avais pas le temps le reste de la semaine. J'avais un programme différent pour ce soir. Mais quand j'ai vu la news d'aujourd'hui, j'ai fait bon, ok, oublie, c'est pas grave, on va faire le podcast. Ouais, donc les grosses news, c'est effectivement donc Russell Wilson qui a signé cette nuit, Jameis Winston qui a signé il y a quelques jours, la semaine dernière, je sais plus exactement quel jour, mais peu importe. Il y avait des rumeurs, hein, le contrat de Winston, Jameis Winston laissait Winston Wilson, c'est dur de pas se tromper entre les deux. Ça va être dur, ouais. Ça va être dur. Ouais, ça va être dur. Laisser entendre que potentiellement c'était pas un contrat de QB1, mais c'était peut-être un bridge QB. Puis on parlait de la draft. Est-ce qu'ils avaient l'air très chaud quand même sur un QB à la draft, ce qui veut pas dire que même si on a deux QB, c'est forcément rayé de la liste, mais en tout cas, ça nous rend beaucoup plus imprévisible. Donc il y a plein de choses qui se sont passées, et on va commencer, si tu veux bien, Thiergo, par Jameis Winston. Donc j'ai fait un article sur le blog pour expliquer un petit peu qui il était, etc. C'est un quarterback qui a été très bon en universitaire, qui a une carrière assez courte. Comme, si vous voulez tous les détails, je ne vais pas tout refaire là, mais c'est dans l'article sur le blog. Qui a remporté beaucoup de trophées, qui a perdu un seul match en universitaire, qui est arrivé numéro 1 de la draft, et qui, pour sa première passe en NFL, se prend un pick six. C'était un petit peu noté. Globalement, pour résumer, et puis je te laisserai dire un petit peu toi ce que tu as pu voir et quel est ton avis sur le joueur, mais c'est que c'est un joueur qui est assez explosif quand même, mais qui, malheureusement, fait beaucoup d'interceptions. Il est assez marrant aussi, il est un petit peu foufou dans sa tête, j'ai l'impression. Et donc, on se disait, bah tiens, si c'est notre QB titulaire, il y a moyen de s'amuser. Ok, on va être frustré, mais en même temps, il va pas hésiter à balancer des bombes de 50 yards, donc il y a moyen de faire des trucs rigolos. Voilà, globalement, il peut tout se passer avec ce QB-là, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Qu'est-ce que toi, tu as ressenti après cette signature ? Et puis peut-être on va lier ça avec son contrat, parce que forcément, le contrat joue beaucoup dans le fait qu'on l'ait signé. Ouais, je pense que, comme tous les fans des Giants, on était super contents de la signature de Jameis Winston. Et on parle de Jameis Winston. On ne parle pas d'un super QB, on parle d'un gars qui, oui, il a de l'expérience en NFL, il a 31 ans, il a été first overall pick, c'est ça, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, bien sûr. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais c'est quand même un bust, vu le niveau auquel il a été drafté. Mais c'était tellement le néant au poste de QB ces dernières années que il nous fallait pas grand-chose pour nous enthousiasmer. Et forcément, la première chose qu'on s'est dit, c'est qu'en pensant à Winston, et je crois que c'est toi qui l'avais ressorti dans le Discord, ou peut-être sur Twitter, je ne me rappelle plus, cette stat de ce match où Winston balance pratiquement 500 yards de passe pour 4 TD et 3 interceptions. Et cette statistique, elle est tellement parlante pour Jameis Winston parce que c'est un gars avec un bras absolument canon, dans le sens puissant, mais avec des choix assez douteux. Il y a Talking Giants, pour ceux que ça intéresse, qui ont fait une vidéo d'analyse de Winston sur ses matchs de la saison passée chez les Browns. Et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il fait des passes de malade, il complète des passes qui sont très très bonnes, où on se dit, ouais, il a vu un truc, etc. Mais ce qu'on note aussi, c'est que dans les passes qu'il complète, qui sont des gros gains, et ben en fait, il aurait pu faire un check down et assurer le coup et avoir un gain tout aussi bon. Je pense notamment à une passe où en fait il envoie sur un de ses receveurs en profondeur, alors qu'il y a Njoku qui est dans le flat, qui attend et qui avait 15 yards devant lui. Alors certes, Winston a récupéré 25 yards au lieu des 15 yards que Njoku aurait pu faire avec ses
ses jambes, mais ça passe à 3 poils de fesses d'une interception. Et c'était justement ça, ce à quoi on s'attend avec Jameis Winston, c'est que un coup, il va te faire une passe de malade et ça va être TD, et le coup d'après, eh ben, c'est une passe en triple coverage où tu te dis, mais pourquoi tu as fait ça? C'est n'importe quoi. Donc, Ouais. mais je pense qu'on avait besoin justement de cette explosivité, notamment avec des joueurs comme Mike Neighbors, comme Wandale Robinson, Jalin Hyatt et Darius Slayton. D'ailleurs, Darius Slayton, alors, il n'a pas fait la réflexion par rapport à Winston, mais il a fait la réflexion par rapport à Wilson, dont on parlera tout à l'heure, où il disait, bah voilà, un quarterback qui envoie des passes en profondeur, moi, ça me fait forcément plaisir, quoi. Donc, et c'est ce qu'on aurait eu avec Winston. Mais a priori, vu son contrat, et je vais te laisser enchaîner sur ça, il est plutôt parti pour être QB2. Ouais, c'était ce qui était sous-entendu. En fait, au moment où il a signé, on s'est dit bon bah voilà, c'est notre QB titulaire. Puis après on regarde le contrat, puis on réfléchit un peu, puis les rumeurs arrivent qui disent bah peut-être qu'en fait ils n'ont pas abandonné sur un autre QB vétéran. Donc effectivement, son contrat c'est 2 ans, 4 millions par an, donc ça fait 8 millions au total, ce qui est très faible, ce qui est à l'année moins cher que ce qu'on avait l'année dernière avec Drew Lock. Alors que je pense que Un an, Winston ça fait bien. a beaucoup plus d'expérience quand même et bien meilleur que ce que pouvait nous proposer Drew Lock l'année dernière. Maintenant, ce contrat, et c'est la même chose, on va en parler après, mais pour Russell Wilson, c'est un contrat qui, avec les incentives, peut monter plus haut. Donc les Giants ont fait ça pour donner envie au quarterback de venir en disant ok, ton contrat il est assez faible, mais maintenant si tu joues, alors on ne connaît pas les incentives, est-ce que c'est tu te qualifies en playoff, est-ce que c'est tu marques XTD, est-ce que c'est tu joues À tant mon de avis, ça matchs va être des sans. titularisations surtout. Ouais, c'est très possible. Peut-être que ça sortira un jour exactement les informations. Je ne sais pas s'ils sont obligés de les donner ou peut-être que ça finira par fuiter. Bref, toujours est-il que ça peut monter jusqu'à 16 millions si jamais ils jouent beaucoup. Alors là, pour le coup, ces incentives potentiellement vont descendre parce que effectivement, bah, c'est la signature de Russell Wilson lui laisse moins de possibilités d'atteindre ses objectifs, peu importe quels sont ses objectifs. Mais voilà, donc c'est au maximum 16 millions, ce qui reste un contrat très honorable pour un joueur comme ça. Donc oui, tu l'as dit, il est capable de tout, il va être capable de faire des jalons, il va beaucoup forcer des passes, ce qui va donner parfois lieu à des jeux incroyables, ce qui va donner lieu parfois à des cagades absolues. Donc il peut y avoir de tout. Et ce fameux match 497 yards, je crois, avec les Browns contre les Broncos l'année dernière, c'est tout simplement le record en franchise pour les Browns. Aucun QB n'a fait autant de yards à la passe dans l'histoire de la franchise des Browns. Donc voilà, et le match d'après, il s'écroule, il fait rien, je me souviens que je l'avais en fantasy. Je me dis, ouais, c'est incroyable, super stat, machin, Jerry Jeudy qui éclate toutes les stats à ce match-là, et puis après, derrière, il fait plus rien et il disparaît complètement. C'est un gunslinger. C'est ce qu'on appelle un Ouais, gunslinger. il y va, C'est le quoi. gars qui, en fait, voilà. Et Eli Manning, et tu parlais de Brett Favre aussi, des joueurs comme Eli Manning, Brett Favre et du coup Winston sont des gunslingers dans le sens où en fait c'est des gars qui n'ont pas peur de tenter des passes dans des fenêtres très très étroites. Sauf que ce qui fait la différence entre un Eli Manning et un Jameis Winston, c'est que Eli Manning, il a quand même un peu de jugeote, sans dire que Winston est con, mais Eli Manning est plus prudent, tandis que en fait Winston est complètement téméraire, voire n'a aucune prudence. Ouais, ah oui, il n'a aucune prudence. Bah, je pense que c'est ça, il n'a aucune prudence, c'est sûr. Et d'ailleurs, une stat qui reflète bien ça, ce que Justin Pennick, tu parlais de Talking Giants, avait relevé, c'est l'année dernière, il avait, à partir de, je sais plus, 200 passes lancées dans la saison, et il prenait ces stats-là pour les QB, il avait que 4 passes lancées volontairement à l'extérieur du terrain. Donc c'était le plus faible. Généralement, les QB, quand le jeu n'est pas là, le quarterback va dire, moi je préfère que tu l'envoies en dehors, plutôt que de tenter un truc débile et que tu te fasses intercepter. Dans sa carrière, au total, je crois qu'il a dit qu'il en a lancé 70 dans sa carrière et il y a 10 moins ans de de ça, carrière. Je crois que c'est dans Mais les c'est 50. ridicule. Non, mais c'est de la folie. C'est de la folie d'avoir aussi peu lancé de passes volontairement en dehors du terrain. C'est un truc de malade. Donc vraiment, il a aucune crainte. Et ça, c'est l'opposé absolu de Daniel Jones qui, lui, quand il n'était pas sûr à 100%, ne lançait pas la balle. Bon, alors, peut-être pas à ce point-là, mais il y avait vraiment et on l'a senti vraiment l'an dernier, où et il y a des moments où c'était ouvert et c'était complètement abusé, quoi. Ouais. Il lançait pas la balle. Donc là, tu as l'opposé total, en fait, avec Jameis Winston. Et on s'est dit, bah voilà, en fait, du coup, on va se faire intercepter peut-être, mais on va aussi avoir des gains et des joueurs et nos receveurs, et notamment des Jalin Hyatt ou des joueurs comme ça, vont pouvoir faire des choses incroyables. Alors après, petit bémol quand même, l'année dernière sur les passes longues, peut-être que tu l'as vu dans l'analyse que Bobby Skinner a fait de Talking Giants sur Jameis Winston, il a quand même un taux de complétion sur les passes très longues qui n'est pas incroyable non plus. Donc voilà, il lance beaucoup de passes longues, mais globalement, c'est pas non plus
forcément ultra précis. Et là, côté Wilson, on est quand même beaucoup mieux sur les passes longues. C'est ce que je disais sur Winston, c'est qu'en effet, comme il veut privilégier la passe longue, tu sais, Winston, il me fait un peu penser à moi quand je joue à Madden. C'est-à-dire que moi, je suis exactement, c'est ce que j'ai dit dans l'article. Ouais, t'as raison. Ouais. Voilà. Quand tu sais pas quoi faire, t'envoies en profondeur. Et le truc, c'est que Winston, parfois, a des opportunités sur des passes courtes, mais il ne les voit pas parce que ce qu'il cherche, c'est la passe longue. Alors, c'est bien, parfois, en effet, il faut la chercher, la passe longue, mais il n'a pas justement ce côté précautionneux de se dire non, plutôt que de risquer une passe 50-50 qui va se faire intercepter, je ferais mieux de faire un check down. Et je trouve que tu le décris bien justement en disant que c'est l'anti-Daniel Jones, parce que Daniel Jones, au bout d'un moment, on l'a bien vu sur sa dernière saison, les gars qui étaient entièrement ouverts, ils ne tentaient pas, quoi. Donc, je ne sais pas du coup si avec la signature de Wilson, on va voir Winston jouer. Je ne sais pas comment est-ce que, à mon avis, je ne vois pas du tout Daboll aborder la saison en disant il y a une compétition ouverte entre Russell Wilson et Winston, parce que quand on paye 21 millions de dollars plus 10 millions d'incentive, donc ça c'est le contrat de Russell Wilson, et l'autre 8 millions, 4 millions pardon, par an, il est assez évident que Wilson va être le titulaire. Ouais, juste par contre, il y a une erreur dans ce que tu dis sur le contrat de Wilson. On en parlera après, mais c'est pas exactement ça. Je l'ai sous les yeux là, comme reporté par Yann Rapoport, mais on en parlera juste après. Juste, je regarde un peu les statistiques. Donc, oui, en fait, il a quand même des saisons assez incroyables, et notamment en rookie, il a battu beaucoup de records côté des Buccaneers. Il avait été drafté par les Buccaneers à l'époque. Et il a fait notamment sa 5e saison. Il a fait 5109 yards dans une saison. C'est vraiment une saison assez ouf. Il a beaucoup de saisons à plus de 4 milliards, 3500, 2900. L'an dernier, il fait 2100 yards, mais il joue que 7 matchs. Il a joué sur 12, mais il a été starter seulement 7 matchs. Par contre, finalement, l'an dernier, tu vois, même malgré ses gros matchs, il y a quand même eu des matchs très mauvais, puisque ses yards par game, il est à 176. Alors, il y a peut-être des matchs aussi où il n'a pas été titulaire, donc ça fait peut-être diminuer un petit peu la moyenne. Mais voilà, sur les yards par game, en tout cas, il a des stats qui sont moins bonnes que celles que Russell Wilson va avoir. Et si je regarde un petit peu côté rating, il est à 80. Ouais, 80. Il a des ratings qui sont évidemment beaucoup moins bons que Russell Wilson globalement, donc il est quand même un petit peu en dessous. Et sa meilleure saison en termes de rating, il l'a fait à New Orleans quand il lance très peu d'interceptions, mais je crois qu'en fait, sur cette saison, il avait été un peu muselé. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, en tout cas, on ne le laissait pas libre de ses mouvements, et donc il fait 14 TD, 3 interceptions, un rating de 103, ce qui est très bien, mais du coup, il pouvait un petit peu moins s'exprimer librement. Et l'an dernier, en termes de TD interceptions, 13 TD, 12 interceptions, donc c'est exactement ce qu'on décrit. La saison où il fait 5100 yards à la passe, il fait 33 TD, 30 interceptions, tu vois, donc 33 TD, c'est super, 30 interceptions, non, c'est pas super du tout, donc l'un dans l'autre, voilà, est-ce que tu es prêt à accepter le côté négatif du joueur ou pas? Les Giants sont prêts à le faire, en tout cas, sur un remplaçant, je trouve que c'est très bien. Et là, on se retrouve, et tu parlais de cette compétition entre les deux joueurs, je suis d'accord avec toi, c'est pas compétition ouverte, mais malgré tout, c'est plus ouvert que ce qu'on a eu les années passées, où en fait, je crois que depuis qu'on a Eli Manning, il n'y a pas eu une seule saison, donc depuis 2004, donc à partir de 2005, est-ce que depuis 2005, on a abordé une saison en disant c'est un peu ouvert au poste de quarterback et on ne sait pas trop qui peut être titulaire? On sait, on se doute, mais c'est quand même un petit peu ouvert. Est-ce qu'on a eu ça? Jamais. Je pense qu'il n'y a jamais eu aucune saison où c'était ouvert. Non, Dis-moi, c'était en effet pas ouvert, parce que pendant les premières saisons de Daniel Jones, on avait des bonnes raisons de croire au prospect. Puis après, il a été re-signé. Donc là, on se disait, on l'a re-signé, c'est pour qu'il soit titulaire. Et puis, on s'est séparé lui de la saison dernière. Donc là, en fait, on démarre à zéro. Donc, tu as raison. En 21 ans, puisqu'en fait, Eli Manning est titulaire incontesté depuis 2005, puisqu'il a été drafté en 2004, il était sur le banc, et après, il a été titulaire. Donc, c'est la première fois en 20 ans qu'on a une véritable compétition de QB. En fait, quand tu disais, je me suis planté sur les chiffres, c'est que j'ai lu ça rapidement. Donc, pour corriger, c'est 21 millions, jusqu'à 21 millions pour Russell Wilson. Donc, c'est quand même un contrat qui est beaucoup plus élevé que celui de Winston. Et il a 10,5 millions garantis.
Et Un an, c'est pour son ça, contrat n'est que d'un j'en an. reviens à ce que je disais. Pardon? Son contrat n'est que d'un an. Alors que Winston, c'est 2 ans, par contre. Oui, mais en fait, moi là, je réfléchissais en termes de salaire annuel. C'est-à-dire que, oui, son contrat, il n'est que d'un an. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est 21 millions, potentiellement 21 millions contre potentiellement, c'est quoi 16. il peut monter 16. jusqu'à 15 millions, 16. 16, donc il peut monter jusqu'à 8 millions. Bon, bref, tout ça pour dire que en termes de salaire, mais c'est pas le salaire qui fait tout, mais en termes de salaire, on pense quand même que Wilson va être titulaire. Mais si Wilson déconne, il est possible qu'on voit Winston sur le terrain. Voilà, tout simplement. Oui. Et d'ailleurs, je pense que ce qui a permis aux Giants cette fois de signer Russell Wilson, c'est que cette fois, il n'y avait pas Daniel Jones. Il y avait une véritable possibilité pour Wilson de commencer la saison comme titulaire. L'année dernière, Joe Shane ne pouvait pas lui dire « Non, mais t'inquiète, il va y avoir une compétition ouverte avec Daniel Jones. » Ou peut-être que Wilson voulait une garantie dès la signature et il ne l'a pas eu. Cette année, c'est ouvert, il est revenu, il a été signé. Bon, après, on a essayé de se faire enfiler par Aaron Rodgers, et puis quand on a vu que ça ne venait pas, on a enfin donné un contrat à Russell Wilson. Mais bon, voilà. Tout ça pour dire que le meilleur scénario pour moi, c'est de ne jamais voir Jameis Winston sur le terrain, parce que ça veut dire que Russell a fait de la merde et que ça se passe mal pour lui. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Donc effectivement, il avait l'occasion cette année enfin d'être titulaire chez nous, ce qui n'était pas le cas l'an dernier, où clairement, je pense que ce qu'on lui proposait, c'était d'être remplaçant, avec son contrat qui était vraiment tout petit. À mon avis, ça va être tu seras remplaçant, mais si Daniel Jones déconne au bout de 3 matchs, on te met titulaire. Et lui, il voulait pas ça. Ouais. Non, je pense que là, effectivement, c'est assez clair. Ce que j'espère aussi, c'est qu'avec Jameis Winston, on lui avait bien dit qu'on continuait à chercher un autre QB, que potentiellement ça allait être un vétéran, qu'on lui a pas promis une place de QB1. Et je pense que c'est pas le cas. Tu peux pas, de toute façon, faire ça à un joueur, ça serait ressorti si jamais c'était le cas, j'espère en tout cas. Donc j'espère que c'est assez clair entre les deux joueurs. Si on passe sur Russell Wilson, donc tu as parlé de son contrat qui est un peu plus élevé, mais qui est quand même pas faramineux. Je rappelle que en moyenne, le contrat de Daniel Jones était à peu près à 40 millions par an. Donc là, on se retrouve avec tout cumulé au maximum, même pas ce contrat-là en fait. Donc ça recoupe ce que disait Joe Shane, et il avait dit ça pendant. À quel moment il a dit ça pendant le Combine NFL pour les rookies. Il avait dit alors la traduction littérale, take shot, c'est faut tenter des trucs au poste de quarterback. Donc là, c'est ce qu'il fait. Et je pense que les deux options qu'il a pris pour moi sont les meilleures. Parce que j'avais en tête, je me disais, et dans un podcast, je l'avais dit pour moi, on va prendre Russell Wilson et après Shedeur Sanders à la draft. Bon, je pense qu'on ne prendra pas Shedeur Sanders à la draft, on pourra en parler après. Mais on a deux QB qui sont. Tu fais d'autres podcasts, toi? Non, c'était avec toi. C'était avec toi, je l'avais dit avec toi. J'avais fait cette. Ah, c'était avec moi, je pensais que tu ne me rappelais pas. Ok, oui, pardon, autant pour moi. Non, c'était avec toi. J'avais des infidélités. Non, t'inquiète pas, je reste fidèle. J'avais fait cette prédiction-là de dire ça, mais en tout cas, je pensais que Russell Wilson allait signer chez nous. Et voilà, sauf que cette fois-ci, on a deux QB qui, en tout cas, sont très corrects. Enfin, ça fait longtemps. Je ne veux pas te rappeler, et puis je ne me souviens pas de tous les noms, mais le nombre de QB2 de merde qu'on a eu sur les dernières saisons, c'était absolument catastrophique. On a rarement eu des QB2 qui étaient bons. Enfin, c'était vraiment très, très limite. Le dernier QB2 correct qu'on a eu, c'était David Carr. Oui. Et là, on remonte à 2012-2013. On a eu des Colt McCoy, on a eu des Mike Glennon, des merdes comme ça, de mecs, mais qui étaient nuls à chier. Et au moment où on les avait signés, on disait, c'est pas mal, ça a l'air pas mal. En fait, tout le monde savait qu'ils étaient nuls. Ouais, c'est clair. Nous, non. Voilà. C'était terrible. Alors, juste Russell Wilson, si je donne quelques statistiques pour situer un petit peu, là, je regarde, c'est assez flagrant sur la partie rating. Donc, il a joué depuis 2012 à Seattle jusqu'à 2021. Il a ensuite fait 2 saisons à Denver. Ça s'est pas très, très bien passé. Et il a rebondi l'année dernière à Pittsburgh, où il a fait une saison plus correcte. Donc, l'an dernier, il fait un rating de 95,6, qui est franchement honnête. Mais globalement, à Seattle, il avait quand même quasiment tout le temps des ratings qui étaient supérieurs à 100. Je vois un 110 en 2015 au maximum, 103, 105, 106, 110. Voilà, il y a eu beaucoup de saisons. La majorité de ces saisons, en fait, il a plus que 100 de rating. Donc, c'est quand même au-dessus de ce que nous a proposé Jameis Winston. Et ça, c'est notamment dû au fait qu'il a beaucoup moins d'interceptions. Mais aussi, globalement, il a quand même des meilleurs stats en termes de yards par game.
par match. Donc, typiquement, l'an dernier, 225 yards par match, ce qui est très bien. S'il arrive à nous ressortir ça cette année, moi, s'il me fait une saison comme il a fait l'année dernière, franchement, ce serait un step-up. Je crois que, sans rentrer trop dans les détails de ces statistiques, mais est-ce que tu étais d'accord avec moi pour dire que, globalement, Russell Wilson, c'est le meilleur QB qu'on signe depuis que Eli Manning est parti? Oui, 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 complètement. Ça, attends, je veux dire, et il y a des gens qui pourraient nous tomber dessus après un raccourci en disant ah, pendant des années, vous avez dit Daniel Jones. Oui, on a cru en Daniel Jones. On a cru en Daniel Ah Jones, oui, clairement, ouais. pardon, parce qu'il y avait des raisons d'y croire, mais force est de constater qu'on s'est planté. Et Russell Wilson, de toute manière, même quand on croyait en Daniel Jones, Russell Wilson était un meilleur QB que Jones. Que Wilson nous apporte, alors déjà, il a moins de 37 ans, donc il est encore, enfin, non, il n'est pas jeune, mais il n'est pas aussi vieux qu'un Aaron Rodgers. Il nous apporte un bras qui est très vivant, puisqu'il est quand même très très bon en profondeur sur les côtés. Par contre, c'est un joueur qui a tendance à ignorer un peu le milieu du terrain, mais ça, je pense que c'est un peu lié à sa taille, hein, parce que rappelez-vous, hein, la raison pour laquelle Russell Wilson a été drafté au 3e tour, c'est pas une question de talent, c'est une question de taille. C'est parce que c'était un petit quarterback, hein. Je suis d'ailleurs sur sa page. Pour vous donner une idée, il fait 1m80. Il fait 1m80. Je suis 2 cm plus grand que Russell Wilson et je n'ai pas de Super Bowl. Mais c'est quelqu'un qui a été au Pro Bowl 10 fois, il a été All-Pro et savais-tu que c'est le seul quarterback non new-yorkais à avoir remporté un match de playoff au MetLife Stadium? Non, je ne le savais pas. Ah, il y a un autre quarterback qui a fait ça? Un quarterback new-yorkais, beaucoup. Attends, je comprends pas la question. Je comprends pas la question. La question, c'est il y a Russell Wilson et un quarterback new-yorkais qui a remporté un match de playoff au MetLife Stadium. Qui est-ce, le quarterback new-yorkais? Eli Manning, il en a remporté plein au stade des Giants. Eli Manning. Des matchs de playoff. Non, non. Ah, au MetLife. Au Stadium. MetLife. Ah, un quarterback des Giants, du coup? Ou un quarterback. Quand tu dis New York, c'est Giants ou ça peut être Jets aussi? Et d'ailleurs, non, mais c'est Eli. Je t'ai donné la réponse, c'est Eli Manning. Et d'ailleurs, Eli Manning n'a jamais remporté de match de playoff au Giants Stadium, hein. Tous les matchs de playoff qu'il a remportés avant qu'on soit au MetLife, c'était des matchs à l'extérieur. Et en fait, le match contre les Falcons à domicile, c'était notre premier match de playoff depuis 2009. Et 2009, c'est quand on se fait éclater par les Eagles parce que Plaxico Burress s'était troué le pied en boîte de nuit. Ouais. Voilà. Ouais, la saison était donc, d'ailleurs, pour ceux qui suivent Russell Wilson sur Twitter, vous avez probablement vu qu'il a posté une photo du MetLife Stadium en disant « Ah, j'ai déjà gagné ici, ça va être cool de le faire encore ». Et en fait, il fait référence au Super Bowl 48 contre les Broncos de Peyton Manning, où en fait, les Seahawks sont foutus une branlée aux Broncos. Voilà, l'instant histoire de Thiergo. Merci Thiergo pour ces informations. Ok, donc oui, donc globalement, Russell Wilson, si on regarde, je refais un tout petit peu, parce que je veux voir sur les interceptions, effectivement, c'est extrêmement différent. Il a 5 saisons à plus de 10 interceptions. Ouais. Ouais. En fait, je regarde au maximum, il a fait 13. Et la saison où il fait 13 interceptions, il met 40 TD. 40 TD. Donc s'il te plaît, je crois que 40-13, le ratio, il est vite répondu, il est vite validé. Et sinon, il fait 11-11-10 et 11 en 2022. L'année dernière, il fait 16 passes de TD, 5 interceptions. Ça, c'est des stats. Enfin, je veux dire, on n'a pas eu ça depuis je sais pas quoi. Donc, et il joue pas tous les matchs l'an dernier, il fait que 11 matchs. Donc clairement, moi, je signe tout de suite pour un joueur comme ça et je pense que ça va faire plaisir. Alors, une des spécificités, et tu l'as évoqué, les passes longues. Il fait partie des meilleurs quarterbacks de la ligue en termes de passes longues, surtout sur le côté des lignes, tu l'as dit, à gauche, à droite. Il a sa fameuse moonball classique de j'envoie une balle qui n'est pas très zippée, mais qui va très haut et qui retombe très loin et très vite et qui permet en fait aux joueurs, aux receveurs de s'adapter. Ça, je crois que ça va matcher très bien avec nos joueurs, notamment Malik Neighbors
et également Jalin Hyatt, Ça va être ça va génial. potentiellement être une possibilité pour lui de se relancer. J'ai revu tout à l'heure, ce matin, là, quand j'ai vu qu'il avait signé, j'ai été maté quelques analyses, quelques vidéos. L'an dernier, il a fait notamment contre nous, quand ils ont joué les Steelers contre nous, les passes longues, elles continuent à être des passes magnifiques, très bien dosées, au bon endroit. Ça va changer la vie. L'an dernier, même quand Malik Neighbors était seul, la passe arrivait à être sous-dosée, mal lancée, etc. Souvent, il devait s'arrêter, revenir en arrière, faire des choses incroyables par-dessus le défenseur pour la rattraper. Enfin, c'était le jeu long de Daniel Jones l'an dernier, c'était catastrophique. On en a parlé à tous les podcasts pendant plusieurs semaines. Donc là, ça va vraiment nous changer la vie. Et voilà, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que c'est un quarterback qui est d'un autre niveau et d'une autre classe, même s'il est plus vieux que ce qu'on a eu avec Daniel Jones. Ouais, non, et je pense que Mike Neighbors devait être content en voyant Jameis Winston, mais il a dû être encore plus content en voyant la signature de Russell Wilson, parce que lui, il n'a pas arrêté de demander le ballon, il s'est dit, mais c'est moi le playmaker, etc. Et il l'a demandé à raison. Et puis, si on a une ligne offensive qui reste en bonne santé, je pense notamment à Andrew Thomas, je ne sais pas trop ce que valait la ligne offensive des Steelers l'année dernière, si on peut dire qu'elle était bonne ou pas, mais j'ai entendu dire qu'en fait, que Russell Wilson galérait sous pression, que le reproche qu'on peut lui faire, c'est qu'il galère sous pression. Alors après, est-ce qu'il avait une ligne qu'il défendait suffisamment? Peut-être pas. Mais moi, je me dis, quand tu as un Andrew Thomas à ta gauche en bonne santé et Elio Monor à ta droite, tu es relativement tranquille. Et puis on a un centre un centre de la ligne, hein, pas le poste de centre, qui est plutôt correct. Si tu mets Runyon et Van Ranten, je ne sais plus qui sont les deux autres qu'on a signés, mais ce sont plutôt des swing tackles. Donc, certes, la ligne, c'est pas la meilleure de la ligue, mais on a un truc correct parce qu'on a vu en début de saison dernière, quand notre ligne était en bonne santé, en fait, à part le poste de quarterback, on se débrouillait très très bien. Ouais. Je suis d'accord, et il va falloir que cette ligne tienne un petit peu, effectivement, et j'avais entendu des choses un peu similaires à ce que tu dis avec la ligne. Il est surtout plus tout jeune, donc il a plus la capacité à s'échapper de la poche comme il pouvait le faire fut un temps, et il va falloir forcément essayer de le protéger correctement. Ça peut aussi impliquer d'aller potentiellement chercher, j'espère, hein, un garde avec les tours 3, 4, voilà, on va voir. Est-ce que tu veux dire autre chose sur ce joueur, ou est-ce qu'on aborde la dernière partie du podcast? Oh, ça nous fait une bonne transition. Ouais, il y a un petit peu de lag, mais ça ira pour le reste du podcast. Donc oui, la transition, effectivement. Si. Une dernière chose qu'on a dit dans un épisode, mais il y a très longtemps, je pense qu'on en parlait l'année dernière quand Wilson allait potentiellement signer chez nous, c'est que non, ouais, je suis désolé. Ouais, je suis désolé pour le lag, mais je disais, en fait, Russell Wilson, par contre, quand il parle, qui fait son texte, ça sonne un peu, ça manque un peu d'authenticité, mais c'est pas un joueur toxique comme pourrait l'être un Aaron Rodgers. Enfin bon, voilà, entre lui et Jameis Winston, on risque d'avoir des conférences de presse assez croustillantes. Ouais, tout à fait. Ouais, il y a un lag de ma boule qui s'est installé entre nous. Thierry, l'Australie est trop loin et la connexion n'est pas suffisamment bonne, mais on va réussir à aller jusqu'au bout du podcast comme ça. Oui, donc je suis d'accord avec toi, la partie toxicité, moi, c'est ce qui me faisait peur. C'est pour ça que ce matin, j'ai tweeté, je suis très content que Rodgers ne vienne pas. On n'avait vraiment pas besoin de ça. Et le mec était même pas chez nous, que déjà, il posait des problèmes. Donc, très bien, qu'il ne vienne pas, c'est très, très bien. Donc, sur la partie draft, alors, moi, ce que je trouve excellent d'avoir signé ces 2 joueurs-là, c'est que ça nous rend complètement imprévisibles. On n'a aucune idée maintenant, je ne sais pas. Est-ce que le front office le sait? J'espère qu'eux, ils en ont une idée, plus que nous. Est-ce qu'on peut prendre un quarterback? Pourquoi pas? Shedeur Sanders tombe, qu'est-ce qui t'empêche de le prendre quand même? Là, tu as 2 quarterbacks, tu es tranquille pour 1 an, 2 ans avec Winston, 1 an avec Russell Wilson. Donc, tu n'es pas non plus sur du projet à long terme, clairement pas. Donc, il va falloir anticiper l'avenir. Donc, prendre un quarterback qui va attendre 1 an, 1 an et demi, 2 ans, pour grandir, pourquoi pas? Maintenant, est-ce que ça t'oblige à prendre un quarterback avec le pick numéro 3? Évidemment que non. Tu peux aussi aller voir d'autres prospects, type Jackson Dart, type, comment il s'appelle, le quarterback d'Alabama qui a fait une statistique au 40 yards dash absolument incroyable là, pendant son Pro Day. Il s'appelle Jalen Milroe, tout à fait. Qui doit travailler, son bras n'est pas incroyable, mais pour autant, physiquement, tu peux imaginer des choses absolument incroyables avec ce quarterback-là. Donc moi, je verrais très bien
là, mon scénario en tête, avec le pick numéro 1, normalement, les Titans vont prendre Cam Ward, il n'y a pas trop de questions et ça se confirme de plus en plus. Que vont faire les Browns? Est-ce qu'ils vont prendre un Travis Hunter? Est-ce qu'ils vont prendre un Abdul Carter? J'en sais rien. Tu prends celui qui reste. Moi, j'aurais ma préférence sur Hunter. Maintenant, si Abdul Carter est dispo, c'est aussi très bien et ça va être un joueur qui devrait être exceptionnel en espérant que sa blessure ne soit pas trop grave. Ou alors, tu peux même trade back. Tu peux te dire, bah, je recule un peu. Quelqu'un est OK pour monter parce qu'il a besoin d'un joueur et qu'il veut absolument récupérer Travis Hunter et tu trouves un échange qui est cohérent et tu recules de 4-5 places, mais tu gagnes des pics dans la draft. Ça peut aussi être excellent de faire ça. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles et la lisibilité sur ce qu'on va faire, elle est zéro. Personne ne peut savoir ce qu'on va faire à l'heure actuelle. Et puis après, et je te laisserai parler après, Thiergo, parce que j'étais un petit peu long, mais après, tu peux aller chercher les quarterbacks, Jackson Dart, etc., en deuxième tour, pourquoi pas, ou alors reculer encore plus loin sur un autre prospect. Là, tu peux tout imaginer en gardant bien en tête aussi qu'il va nous falloir au moins un guard et au moins un D-line dans les, on va dire, tours 2-3, je pense. Ouais, je pense que tu as fait un bon résumé de la situation, du fait qu'aujourd'hui, on est complètement imprévisible. Si on sortait de cette free agency sans le moindre quarterback, ou si on sortait de cette free agency qu'avec Jameis Winston, il était évident que les Giants allaient drafter un quarterback. Parce que on a fait des mains et des pieds pour avoir Stafford. Apparemment, Joe Shane a beaucoup parlé avec le GM des Titans pour monter au premier pick pour avoir Cam Ward, mais les Titans apparemment ne vont pas bouger. Donc, avant la signature de Wilson, on était complètement prévisible et aujourd'hui, on a un champ des possibilités qui est absolument infini. Dans tous les scénarios que tu as évoqués, moi, mon préféré, c'est celui du trade back et de prendre un quarterback soit en milieu de premier tour, soit au deuxième, troisième tour, s'il y a des joueurs intéressants. Parce que maintenant que tu as un Russell Wilson et un Jameis Winston, tu n'es pas du tout pressé de mettre ton quarterback rookie sur le terrain. Tu peux le mettre sur le banc et il va apprendre derrière ces deux gars. Bon, il faut qu'il s'inspire plus de Wilson que de Winston, mais ça te donne cette possibilité-là. Parce qu'il y a aussi un risque, hein, il ne faut pas l'oublier, à avoir un quarterback correct comme Russell Wilson aujourd'hui, c'est que ça ne va pas résoudre tous nos problèmes. Peut-être qu'on va avoir 6 à 7 victoires, mais quand tu es à 6 à 7 victoires, bah, tu es encore loin des playoffs. Et par contre, tu es loin du premier pick parce que tu es en fait dans ce qu'on appelle une sorte de purgatoire, le quarterback hell, parce que tu es entre le 10e et le 20e pick où généralement c'est trop tard pour avoir les meilleurs joueurs. Et il faut en fait beaucoup de capital de draft pour trade up. Donc, si on fait un trade back, cette draft-là, et qu'on récupère un Dart ou un Milro en fin de premier tour, début de deuxième tour, je n'ai aucune idée de où est-ce que ces gars pourraient être draftés. Hein. Je dis ça comme ça à la louche. Pourquoi pas? Après, peut-être qu'ils vont se dire, bon, en fait, non, on n'a pas du tout besoin de drafter un quarterback et ils vont renforcer d'autres postes. On parle beaucoup d'Abdul Carter et de Travis Hunter. Je sais que Travis Hunter fait rêver beaucoup de monde. Personnellement, je ne suis pas convaincu que ce soit le joueur dont on ait forcément besoin quand on vient de prendre un Malik Nabers et quand on voit notre secondary avec Sam et un Paulson Odibo qui nous apporte aussi beaucoup plus d'agressivité dans la défense du jeu de passe. Donc aujourd'hui, clairement, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Mais ça rend la draft bien plus intéressante. Ouais, c'est clair, c'est clair. Il ne me tarde que d'une chose, c'est d'être le soir de la draft, 2 heures du mat et que je me relève pour aller regarder ce qui se passe et voir ce qu'on va faire. Et oui, moi je pense que moi je suis d'accord avec toi, trade back, ça peut être la meilleure solution. Travis Hunter, c'est vraiment un joueur incroyable avec des capacités physiques vraiment exceptionnelles. Quand tu regardes ses highlights, il fait des choses, il est capable de faire rater les défenseurs de manière incroyable. Il peut jouer sur Ouais, mais deux c'est en postes. NCAA. Ouais, mais C'est ça ça, change c'est pas en- que malgré tout, je pense que ça se convertit en NFL quand même, où le physique du joueur et ses capacités de shiftiness sont infinies. Et donc, avoir lui d'un côté en tant que receveur, mais après, on a déjà un receveur 2. Donc, je suis aussi d'accord avec toi pour dire que c'est pas ce qu'on a le plus besoin à l'heure actuelle. Donc, voyons. Et c'est pareil, Abdul Carter, c'est peut-être pas non plus ce qu'on a le plus besoin tout de suite à un rusher comme ça. Donc, trade back, ça peut être la meilleure solution. Maintenant, pas dit que tu trouves un partenaire qui soit OK pour échanger avec toi. Donc, on verra bien.
Ok, et écoute, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, je pense qu'on va clôturer là pour ce podcast. Merci Thiergo de t'être libéré malgré ton planning qui n'était pas prévu pour venir faire ce podcast. Merci à tous de nous avoir suivis. Et en tout cas, on est évidemment plus serein aujourd'hui qu'on ne l'était il y a une semaine, au moment où on n'avait absolument pas de quarterback. Donc les choses évoluent dans le bon sens, en tout cas pour nous pour l'instant. Et on espère qu'on fera une saison meilleure cette année. Ça ne devrait pas être trop difficile vu la saison cata de l'année dernière. Merci à tous, à très bientôt, ciao.